Heat in my vein like vernacular. Cook up the beat with a spatula. Y'all are not ready for action. I'm smoking these rappers and feeling spectacular. Making it killing like massacre. Watch out, I'm whipping my wrist. Right on my city, been pissed, but I show them love. I'm not the one that's at risk. My homie told me that when people rise up against you, it's a sign of your destiny real. Fake ones been hating cause they know that one day you're making it. Jealousy's all they can feel. Plugging the phone, drifting my zone. Painting the future when thinking alone. About when I'm grown, already blown. How'd I get blessed with this beautiful home? Just shut me down, we too lit. Look at my crew spit. My voice gon' change my generation like fuck it, the shoe fit. La mairie de Paris chiffre à 73 kg par citoyen de déchets alimentaires, dont un quart de produits alimentaires jetés encore emballés. BFM TV. The city of New York recently estimated that up to 2,700 premature deaths a year could be attributed to fine particulate matter and ozone in the air. This comes from Columbia University. Et en le disant, bonjour Paris, hello New York, to the second edition of Paris Solidaire TV. Tonight our topic is la durabilité. Donc sustainability is our topic. We will discuss it within the next 75 minutes with a lot of guests coming here and talking and telling us what they experience and how they can contribute to a life that is more sustainable in the city. La question c'est au final, est-ce qu'on peut habiter dans une ville plus durable avec plus de gens qui migrent vers les villes? And where are we? Right now we are in La Recyclerie in the very north of Paris, in Montmartre, so even those of you who are not living in Paris perhaps are even used and familiar to this quarter, to this area. How to define the spot, La Recyclerie? La Recyclerie, this is an oasis that has a restaurant, that has a bar, that offers workshops and that hosts events like our event tonight. Mais c'est pas du tout possible sans nos partenaires. Nos partenaires, ce sont BronxNet, tout d'abord à New York, qui vont diffuser là maintenant notre vidéo. Aussi Germaine FM, l'antenne de Sciences Po, la radio, et aussi Sciences Po Environnement. On va rencontrer plus tard la présidente de Sciences Po Environnement qui s'appelle Sylvie. Elle va nous raconter plusieurs choses. Entre autres le métabolisme, qu'est-ce que c'est, et elle a aussi vécu la marche pour le climat. Quand on a rencontré des gens dans le 7e arrondissement en demandant une vie durable, c'est quoi au final? Excusez-moi, si je vous dis ville durable, vous pensez à quoi? Je pense à rien du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas. Transport en commun. C'est-à-dire? Ça veut dire que c'est la ville qui met en avance la valeur de l'écologie dans son environnement, dans son aménagement de la ville et tout ça. Vous pensez à quoi? Pas à Paris. C'est-à-dire? On a encore des petits progrès à faire en termes de... C'est pas juste de tri des déchets, c'est n'importe quoi dans la rue. Je pense au recyclage, je pense aux circulations douces, aux énergies renouvelables. C'est bien. Ville durable, vous pensez à quoi? Une idée? C'est bien bonne. Vous pensez à quoi? Ville durable? Aucune idée, il n'y a rien qui Si, vous vient écologie, bois, économie d'énergie, produits durables, on voit, ville durable, j'avais pas écolo, écolo. Comment on pourrait rendre une ville durable? Supprimant les voitures, essence et plein de choses quoi. Ville durable, vous pensez à quoi? L'écologie, mais voilà. C'est-à-dire? Tout ce qui est écologie, c'est faire attention justement aux ressources durables, tout ça, voilà. Si je dis ville durable, je dis transport responsable. Il y a d'autres mots et c'est un enchaînement de mots, Je sais pas, des est-ce que mots-clés. vous avez des... Transport en commun, responsabilité individuelle et responsabilité aussi collective du pouvoir en place. Merci. Bonne journée, bon courage. Bonne journée. Et avec nous maintenant Sylvie, la présidente de Sciences Po Environnement. Elle est avec nous maintenant. Et la marche pour le climat, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. On a vu l'événement sur Facebook et on a tout de suite été super intéressés. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages pour justement essayer de faire déplacer la date, ce qui a été fait, justement pour s'accorder avec la journée mondiale.
On a juste publié un événement sur Facebook pour que tous les étudiants de Sciences Po puissent partir à la marche ensemble. Et ça a eu beaucoup de succès, on était plus d'une trentaine, entre 30 et 50. Du coup, ils sont tous allés à la marche. Et moi, en tant que présidente et aussi en tant qu'élève à l'école urbaine, master à l'école urbaine, j'y suis allée, mais plutôt en observatrice, un peu plus sur l'extérieur. C'est-à-dire quoi, observatrice? C'est-à-dire que c'était un peu pour voir comment est-ce que l'événement était organisé, comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'ils utilisaient la ville pour justement protester, manifester leur envie pour le climat, de s'engager pour le climat. Paris, la mairie de Paris s'oriente vers une dynamique positive en termes de politique climatique à Paris. Je pense notamment à la piétonisation des berges, c'est une mesure forte. Le fait de ne plus avoir de voitures sur les quais et donc de pouvoir vraiment faire une zone piétonne, ça c'était top. Qui a considérablement amélioré la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. On ne peut pas régler la question du climat à Paris sans s'attaquer à la régulation du trafic automobile. Donc c'est un dossier que la future mairie et actuellement Anne Hidalgo doivent absolument se pencher dessus. Que ce genre de petites actions, elles ne peuvent être menées qu'en parallèle d'un changement des mentalités et qu'il faut faire évoluer aussi les mentalités sur ce genre de questions. Ils devraient peut-être faire des choses qui marquent plus les esprits. Parce que moi j'en entends parler parce que je fais partie des associations qui se renseignent sur ça, mais je ne suis pas sûre que si on demandait à n'importe qui dans la rue, il serait capable de parler véritablement des actions qui sont faites à la mairie de Paris. C'est dommage qu'il y ait un blocage au niveau des vélos, donc beaucoup de personnes aimeraient pouvoir prendre les vélos facilement et être mobiles sans avoir à prendre la voiture ou les transports en commun. The poem is called Orly. I wrote it at 6 a.m. after watching the sunset from the airport in Orly. Pink toothpaste rubs against the morning sky, like candy floss chemtrails making up the unrestricted route of departures. A Sunday morning in Orly, engraved in memory. The swearing taxi man, the thrill-seeking nomad, the diligent stewardess and the air mile collector, all ready to unlock the atlas ahead, to gaze beyond the clouds in calm serenity. I see the goodbye kisses and the confessed wishes. I see the waiting in veins and the expecting in pains. The laughter, the cries, the darkness that dies, as the sun that rises and blinds our eyes reminds us that it's all okay. As we stand in airports, sit in buses, sleep in coaches, eat in trains and dream in planes, we exist as creatures of velocity, addicted to speed and information, always moving, always taking, sometimes so prone to collect that we forget to reflect. We give and we learn to forgive, until one day we stop, lost in a lapse of memory. The all-watching eye watches over me, guiding me into the stars. I'm not a shepherd nor a sheep, a passenger in transit, looking for love and loving to look. Never here nor there, but assuredly aware that in moments like these, I'm everywhere. When you think about plastic in the US, you might feel perhaps not that comfortable. For example, my personal experience this summer, when you leave a supermarket, you get out with, let's say, 5 to 10 plastic bags, which is too much to my mind. Même si les États-Unis ne sont pas peut-être les meilleurs élèves, il ne faut pas oublier que la France n'est pas non plus un bon exemple en ce qui concerne la gestion des déchets. Seulement 25% du plastique est recyclé, la moyenne européenne est légèrement au-dessus, 30% pour être précis, tant que les villes ne sont pas en mesure de mieux gérer le tri des déchets. C'est au final une question individuelle et ce que notre invité Fernando dit, c'est de réduire les déchets. Peut-être avoir au final niente, nada, pas de déchets du tout. Hello Fernando, so you made the experience that you completely forgot about plastic. Yeah, I tried to. So for 1 month, for the month of September, I did a challenge for myself
I tried to live a zero waste lifestyle for the whole period of time, and during this period I didn't buy any plastic. And I tried to reduce other types of waste too, like cardboard, paper, and even the rest of what we eat. We will see it in a documentary that we will see afterwards, and we will also discuss 3 items that you brought later in the show. But at first we will see a bit how Fernando experienced this period of his life. We met him already in September, and this is our interview that we conducted in September. In France, only around 25% of plastic is recycled. We should recycle more, but we also should refuse using plastic as individuals. My name's Fernando. I'm trying to live in a sustainable way. That's why I'm trying to reduce my waste considerably. I've been a vegan for 2.5 years now. Vegans also have to reduce their consumption of plastic and other waste material and to reduce our carbon footprint. This is the main goal. Sometimes when you go to restaurants and you just ask for a glass of water and they give you a plastic cup, not like this reusable cups, but non-reusable plastic, it sucks. If everyone around the world was living just like me as a vegan, but consuming plastic and using metro, sometimes using cars, it would require 1,2 planet Earths. So this is a solid zero waste deodorant. It's gonna last for a day without a shower, no problem. If you go vegan, if you don't use plastic, it's gonna be less than a planet. So the goal would be for everyone to have their carbon footprints to be less than a planet. Because we only have one planet. We do not have 5, 6 planet Earths. We only have this one, so we have to take care of it. Je suis Marie et j'anime les ateliers de couture à la Maison du Zéro Déchet. Pour l'atelier, les participants en général sont des personnes qui n'ont jamais fait de couture et qui s'intéressent à la réduction de leurs déchets. Ici, nous sommes à la Maison du Zéro Déchet. C'est l'endroit où vous pouvez trouver beaucoup d'informations et des accessoires qui concernent la réduction de vos déchets. On réalise des petits objets qui permettent de réduire ces déchets, des sacs à vrac, des petites pochettes pour ranger les savons solides et toutes les choses qu'on vend dans la boutique aussi. C'est des produits qui permettent de se démaquiller pour les femmes et donc de ne pas jeter des cotons à chaque fois. C'est une production française et c'est fait pour la réinsertion des personnes handicapées et ensuite par des prisonniers aussi pour aider à la réinsertion. Alors même, c'est vrai que même les épingles, quand on n'a pas l'habitude, au début, on avait... Aujourd'hui, on a réalisé une pochette à sandwich qui vous permet d'emporter avec vous votre sandwich sans tacher votre sac. Donc on va trouver beaucoup de choses réutilisables ou alors des choses qui sont sans emballage. Il bouge tout le temps, il faut le laisser travailler. Having supermarkets and also local shops reduce plastic or even eliminate plastic is awesome. We know that packaging costs around 10 to 15% of the product price. So if we eliminate packaging and plastic, we're going to be saving money, saving the environment, and still gonna be healthy. Les supermarchés, ils vendent beaucoup d'alimentaire. Nous, on ne vend quasiment pas d'alimentaire à part un petit rayon où on a de la consigne.
La consigne, c'est pour sensibiliser à la réutilisation des emballages. Ici, on va vendre plutôt des objets d'emballage, des objets réutilisables. Par contre, ils vendent de plus en plus en vrac, ce qui fait que vous pouvez venir ici acheter vos sacs à vrac et aller faire vos courses avec chez Carrefour, à condition que les produits qu'ils vendent soient un peu éthiques quand même. The message is to spread consciousness, and as soon as more people get into it, the message will be spread and more people will see that this way of life is viable and it's accessible and it's easy and people can do it. Because if we don't act today, more natural catastrophes are going to happen around the world, and we don't want that. By 2050, there's going to be more plastic in the ocean than there are fish. It's not the legacy that I want to give to future generations. Donc ce qu'on a vu qu'il y a des individus qui ont déjà l'idée de complètement réduire le plastique de toute façon pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. On verra combien de mois en fait au final. Fernando, tu l'as fait 1 mois, tu m'as dit. Au final, quels étaient les défis? C'est ça, je l'ai fait pendant 1 mois, mais il y a quand même des habitudes que j'ai prises qui vont rester éternellement, on va dire ça. Par exemple quoi? Par exemple, je vais plus acheter avec du plastique, je vais quand même amener mes récipients en verre, mes bocaux en verre pour aller faire mes courses. Et comme ça, éliminer beaucoup de plastique. Je vais acheter que des brosses à dents en bambou, du dentifrice solide. Je pense que ça, c'est déjà une très très bonne étape. Et tu as convaincu des autres? Non. Je pense que quand on montre, quand il y a le boulot que vous faites, de montrer aux gens les expériences individuelles, je pense que le message passe tout seul. J'ai pas besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit pour faire des choses pour l'environnement. J'imagine c'est déjà le débat, c'est déjà l'échange avec les autres qui peut-être initient quelque chose plus tard, même si c'est pas forcément immédiatement avec les autres. Et tu connais aussi la maison Zéro Déchet? Oui, c'est là où je suis allé faire mes courses. Ouais. Ah parfait, donc on est bien ici ensemble avec Maëlle et Sophie. Bonsoir, merci d'être venue. Sophie, ça fait combien de temps que tu es déjà dans la maison Zéro Déchet? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors ça fait une petite année que je suis bénévole à la maison du Zéro Déchet, comme une centaine de personnes sont bénévoles à se relayer. Alors en ce qui me concerne, moi je tiens la boutique quand je suis sur place. Ça consiste à conseiller les visiteurs sur les différents produits qu'on peut proposer, sur des produits qui permettent de réduire nos déchets. Voilà, de leur vendre les différents produits, de les renseigner de manière globale. Vous avez des clients qui viennent régulièrement, vous avez plutôt des clients qui découvrent là en ce moment. Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Il y a un mélange des deux, des personnes qui viennent pour la première fois, quelques touristes aussi, vu qu'on est dans une zone touristique, et également pas mal de personnes qui reviennent régulièrement chercher un produit spécifique, qui viennent pour d'autres choses qu'on organise à la maison déjà. Maëlle, est-ce que ça vous arrive que vous expliquez assez souvent les mêmes trucs, les mêmes choses? Comment est-ce que vous expliquez peut-être? En fait, c'est assez diversifié parce qu'effectivement, il y a des gens qui commencent à s'engager dans la démarche zéro déchet et qui viennent nous voir parce que justement, ils ont des questions particulières sur comment on va se passer de tel ou tel produit par rapport à justement des produits jetables et passer aux produits réutilisables. Donc on a des messages très diversifiés, donc on a effectivement des gens qui s'engagent pour la première fois, et de l'autre côté on a aussi des gens qui viennent avec des problématiques très spécifiques. Par exemple quelqu'un qui veut arrêter le shampoing liquide, mais qui a des problématiques de cheveux très particulières. Alors nous on est bénévoles, on n'a pas la science infuse, mais on a des connaissances qui permettent de l'aiguiller dans ses recherches par rapport à justement soit essayer un cosmétique solide, soit un shampoing solide, soit faire soi-même son propre shampoing, comme les ateliers qu'on fait justement à la maison du Zéro Déchet.
Et si j'ai bien compris, c'est pas justement, c'est pas seulement exclusivement un magasin, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est un lieu d'atelier. On a vu par exemple l'atelier de couture. Qu'est-ce qu'il y a en plus? En fait, la maison du zéro déchet, l'objectif initial n'est pas de vendre, parce que ça serait contraire finalement à notre finalité. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir aux gens qu'il y a des possibilités faciles de passer au zéro déchet. Et donc effectivement, ça passe par la partie boutique, mais aussi par la partie atelier, où là, on va avoir tout un tas d'ateliers qui sont régulièrement mis à jour tous les mois. Qui vont être justement sur faire des ateliers de couture, faire ses propres cosmétiques, faire son propre déo, faire ses propres produits d'entretien, comment faire durer de vie son petit électroménager pour éviter de le jeter à la poubelle, une initiation aussi au lombricompostage, etc. Ok. J'ai une dernière question, Fernando. Est-ce qu'il y a un produit qui n'existe pas encore d'une manière durable que tu aimerais retrouver dans une telle boutique? Alors, j'ai eu... non, dans leur type de boutique, non. Il y a eu un produit alimentaire qui m'a manqué. Par exemple, les saucisses végétales. On ne trouve pas encore en zéro déchet. Et si on va le faire à la maison, c'est très difficile de le faire en zéro déchet parce que souvent on met soit du papier aluminium, soit du papier plastique, un emballage plastique pour modeler les saucisses et les cuire dans l'eau. Donc ça, c'est encore un défi pour moi, mais je vais essayer de trouver une solution. On va le trouver peut-être. On va essayer de chercher justement avec les autres bénévoles pour savoir s'il y a une solution. Merci Sophie, merci Maë, merci Fernando d'être venu. On te verra un peu plus tard encore une fois avec les 3 outils dont j'ai déjà parlé et que tu vas nous montrer un peu plus en détail. Merci d'être venu. Deux évolutions majeures ont été mises en œuvre dans le 2e arrondissement pour trier les déchets. Donc nous avons d'une part instauré le tri des déchets systématiques dans les cantines scolaires. Les enfants à l'issue du repas trient ce qui peut être du déchet organique, c'est-à-dire tous les restes alimentaires, et mettent de côté le yaourt et tout ce qui se recycle différemment. Et avec les déchets alimentaires que l'on collecte dans les cantines scolaires, eh bien, on alimente une filière qui crée du méthane ou du compost. On collecte les déchets alimentaires, là encore des ménages, en plus de la collecte des papiers, cartons, plastiques, du verre, eh bien, on met à part dans une poubelle qui a été donnée à chaque habitant les déchets alimentaires, c'est-à-dire les restants d'assiettes ou de repas. Avec ces restes, eh bien, on fournit une filière de production de méthane qui, comme vous le savez, est certes un gaz à effet de serre, mais est aussi un gaz qui peut faire tourner des turbines et donc produire de l'électricité, et du compost, donc de l'engrais naturel. Nous sommes au cœur de ville et donc l'habitat est très très dense. Donc on rajoute un bac dans les immeubles pour les déchets putrescibles, les biodéchets. Et les gens trient en plus dans ce bac qui est collecté 2 fois par semaine. Aujourd'hui, tous les immeubles ne sont pas équipés en un bac. Seuls 70% des immeubles du 2e arrondissement comportent un bac à couvercle marron. Sur les immeubles occupés, quasiment 1 sur 2 qui ne trie pas correctement. Et c'est assez massif puisque presque un bac sur 2 est pollué par d'autres déchets, donc ils sont refusés. Dans le 2e arrondissement, on a 2 jardins potagers sur des toits. Un sur le gymnase et salle de conférence Gendarme, rue Léopold Bellan, plein quartier du Sentier. On a 1000 m² de toit qui ont été restructurés pour avoir une portance leur permettant d'accueillir 30 cm de terre et l'arrosage qui va avec,
pour y cultiver des carottes, des navets, des pommes de terre, des choux-fleurs, des artichauts, des herbes aromatiques, bref, tout ce qui vous fait plaisir. Et ça fonctionne depuis un peu plus d'1 an. Puis on a un deuxième site sur un immeuble qui appartient à la ville de Paris, qui est situé rue d'Aboukir et qui est actuellement occupé par Enedis, où eh bien, il y a aussi une association qui cultive des légumes principalement, mais quelques fraises aussi. Avec moi encore une fois Fernando, une troisième fois, maintenant avec des produits que tu as apportés. On a déjà vu des produits dans le reportage, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que tu as amené aujourd'hui? Ok, donc dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, j'avais déjà montré le déodorant solide zéro déchet, le dentifrice solide et la brosse à dents en bambou et avec des fibres aussi compostables. Là, ce que j'ai apporté aujourd'hui et que c'est une nouveauté, c'est un savon liquide de Marseille, 100% végétal. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Day by Day. Et c'est un magasin qui vend tout en vrac. La différence de ce magasin-là par rapport aux autres magasins que j'ai présentés, c'est qu'il n'est pas complètement bio. Donc il peut être bio et local, mais il peut être aussi que local, mais pas bio. Donc ce savon-là, il est un savon fabriqué en France, donc à Marseille, savon de Marseille, 100% végétal, et qu'on peut acheter en vrac dans plusieurs magasins sur Paris. Ok. Et s'il y a des gens qui veulent commencer aussi avec quelques produits en plastique, pas en plastique notamment, ce sont quels produits qui sont les plus faciles à avoir sans plastique? Alors ça c'est un bon exemple. Celui-là par exemple j'avais déjà le container, j'avais déjà le récipient. Donc je suis allé au magasin avec le récipient et on l'a rempli. Sinon le déodorant c'est très facile, la brosse à dents, le dentifrice solide. Sinon on peut faire aussi acheter des bocaux en verre et commencer à acheter tout en vrac. Commencer à réutiliser des sacs en tissu. Et faire ses propres laits végétaux avec un petit tissu à la maison même, c'est très facile et voilà, c'est quelques petites astuces comme ça. Ok, donc vous avez entendu. Tu as déjà prévu un voyage? Tu vas voyager quelque part ces prochains mois? Non, pas encore, non. Pas encore. Tu aimerais voyager où? Vers où? Ah, je sais pas, au Portugal ou en Espagne, ce serait bien. Et tu penses que là-bas c'est plus difficile? Bonne question, je pense que ce serait plus ou moins au même niveau, peut-être un peu inférieur, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Tu vas me dire. Et on va vous dire aussi, merci Fernando d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Et peut-être ça vous tente maintenant de l'essayer aussi. J'espère bien. The live in Paris, like the bike sharing, is still a vicious circle. You encounter traffic jam, you encounter pollution, and perhaps you don't even get a bike. You can have your own bike and you can leave Paris in order to have a big journey, and this is what you did, Manon. This is what I did, yes. I cycled a lot in Paris, and with my boyfriend we decided to take it up and cycle from Greece to China. Wow. Yeah. Amazing. We see some pictures right now. You wrote a blog. What did you tell the others, the rest of the world in your blog? The main message of our blog is that basically everywhere we went, like you have very specific ways of being, but mostly everyone dreams of the same thing, which is like a safe home and friends and good food. And so yeah, it was much the same. We were really welcomed everywhere we went, and that was, I mean, especially in France there's less prejudice about Iran, but in Australia, my boyfriend is from Australia, and in Australia there's a lot of prejudice. Hi Australia, if you're watching us, I don't know. Yeah, and there's a lot of prejudice about Iran, so this was also a way to how to say, communicate about a really different facet, like in a different way? Yeah, a different way, a different image of Iran. That's what you can see in the traditional media, especially during the Ahmadinejad of course. times. Yeah. Let us start from the beginning, because you are here as well to show people, okay,
there can be the alternative to leave your daily life for a moment, and then you just get your things and you leave the dance city. How did you plan all your journey? Or perhaps are there parts that you didn't plan at all and that you just said, okay, we do it flexible, we do it spontaneously? So it's a good question. I think our way of planning should really be an inspiration to anyone who wants to do a bike trip, because we didn't plan at all. We bought the bikes 1 week before we went, and 2 weeks before we started the trip we had no idea that we would start in Greece. We didn't know where to start, so yeah, we were really unprepared. Quite funny story is that the first day I had a bike with disc brakes. Do you know what it is? Like no, tell me. So it's a disc like this, and you know there's like brake pads around that disc. So this happened in Turkey? This happened in Greece. So the first day, I'm telling you because you'll see, like the first day I started pedaling and there was like a hill like this, like a really easy hill, and I found it so hard. I just couldn't do it. I was going really slow, and it was so hot. I was crying on my bike. It was so hard, and my boyfriend was waiting for me. And then what distance has there been in between you and your boyfriend? On that day it was really long because I was really slow, and I was like, oh my god, how am I gonna go all the way until China? And then when we went down, I realized that I was really pedaling really hard to go down, and we realized that the disc has been bent, and so basically I was pedaling for like 1 day, like with my brakes completely on. So this shows like the level of how unprepared we were. We had no idea that, like, you know, there was some technical stuff to know. And I can't imagine how you can be motivated. As you said, okay, you still have the aim, the ultimate goal, which is China. How can you be motivated to keep on going if you still have lots of days in front of you? I think if you're doing a bike trip, really the key is not to think about the end goal, but just to see, like, you're always hungry when you do a bike trip, so you see more like the next cafe. This is your objective for the day, and then it goes and you meet great people and you see beautiful things, and that's why you don't think like, oh, I'm going to China, because otherwise you take a plane. Yeah, sure, it's true. It's really this classical step by step. And what was perhaps the most impressive part of your whole journey? It's still. I have to remember, when was it? In 2016, 2017? 26 to 2017. Exactly. So, 1 year. Yeah. I mean, there's been so many amazing moments. I think the country that impressed you? Impressed me the most was Iran. We are Paris Solidaire TV. Goodbye! Heat in my vein like vernacular. Cook up the beat with a spatula. Y'all are not ready for action. I'm smoking these rappers and feeling spectacular. Making it killing like massacre. Watch out, I'm whipping my wrist. Right on my city, been pissed, but I show them love. I'm not the one that's at risk. My homie told me that when people rise up against you, it's a sign of your destiny real. Fake ones been hating cause they know that one day you're making it. Jealousy's all they can feel. Plugging the phone, drifting my zone. Painting the future when thinking alone. About when I'm grown, already blown. How'd I get blessed with this beautiful home? Just shut me down, we too lit. Look at my crew spit. My voice gon' change my generation like fuck it, the